bonjour à tous. Bonjour les gens que je connais, qui sont au premier rang. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de Agicap et Solo.io, comment on a lancé notre API public. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Pauline Jamin. Je travaille chez Agicap depuis un peu plus de 3 ans et demi. Et je suis développeuse et je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Foundation. Et en gros, notre rôle, c'est de construire un peu toutes les briques transverses au logiciel. Donc, tout ce qui va être Identity, Access Management, enfin voilà, tout ce qui est un peu transverse, qui n'est pas forcément très métier. Donc si vous connaissez Team Topology, on n'est pas une Streamline team, on est plutôt la team qui va gérer un peu tous les systèmes sub-complicated systems. Et donc du coup, forcément, la partie public API Management, c'est revenu chez nous. Et j'habite à Grenoble. Et du coup, Denis Janot, donc je travaille chez Solo depuis à peu près 4 ans et je suis en charge d'une équipe qui s'appelle Product Excellence qui s'occupe de tout ce qui est qualité, expérience utilisateur et ainsi de suite de nos produits. Mais il y a quelques temps, je m'occupais de toute l'équipe avant-vente en Europe et c'est là où j'ai travaillé beaucoup avec Pauline sur le sujet dont on va vous parler aujourd'hui. Donc je suis basé à Paris ou des fois à Péniche pour faire du surf. Et on avait eu un peu la blague où Pauline parlait de la montagne, donc on avait rajouté ça. Merci de vous joindre au talk. Alors, juste avant qu'on commence, je vais un peu vous expliquer ce que fait Agicap, parce que c'est pour avoir un peu de contexte, c'est mieux. Du coup, Agicap, c'est quoi? C'est un SaaS en prévision de trésorerie. Donc en gros, nous, on développe un SaaS et comme vous voyez sur le petit cadran là, pour l'instant, on est les leaders sur le marché. Donc notre business, c'est de vendre notre SaaS à des clients qui vont vouloir gérer toute la partie cash. Donc concrètement, ça fait quoi? En gros, au cœur de notre système, on a la connectivité bancaire. Donc en fait, grâce à la loi sur l'open banking, on connecte toutes les banques, les ERP, enfin plein de choses pour récupérer de la data brute, pour récupérer les infos bancaires et de finances. Et ensuite, avec ces infos, donc tout ça c'est automatisé bien sûr, et avec ces infos, on peut construire des plans de trésorerie. Donc on peut construire à la fois des plans de trésorerie court terme et plutôt long terme en faisant des prévisions, des scénarios, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à manager leur cash pour gérer bien leur entreprise. Et on a aussi une partie ce qu'on appelle business spend management. Donc ça, c'est la gestion des factures, donc payer ses clients, et aussi la partie carte d'entreprise, les cartes que vous avez quand vous faites partie d'une boîte pour payer vos notes de frais, etc. Et la partie cash collection, c'est la partie peut-être la moins sympa, mais qui est sympa pour les clients quand même, c'est récupérer les sous auprès de vos clients, quoi. Et bien sûr, là-dessus, on a tout un tas de reporting, d'analytics, etc. Donc c'est vraiment une plateforme tout en un. Et du coup, la base, c'est vraiment ça, c'est aller chercher les données financières et avec ces données financières, fournir les outils nécessaires aux entreprises pour bien gérer leur cash. Parce que en fait, c'est hyper important. Si vous n'avez pas une bonne gestion de cash, en général, ça se passe pas très bien. Voilà, et donc du coup par rapport à ça, pourquoi on avait besoin d'une API publique? Parce que comme vous l'aurez compris, comme on est un SaaS, donc on a une IHM, on a une interface, et derrière on a tout un tas d'API existantes, mais pour parler soit avec notre IHM, soit entre nos services. En fait, c'est très simple. On a changé de cible de marché. Comme on était une start-up, au début, on visait plutôt les SMBs, donc les small business, donc les restaurateurs, tout ça. Et puis après, avec la croissance d'Agicap, et puis avec la croissance du produit aussi, puisqu'on a eu de plus en plus de fonctionnalités, notamment les cartes. On ne va pas donner une carte à juste un patron de restaurant, ça va être plutôt pour les entreprises de taille moyenne. Donc notre cible de marché, du coup, maintenant, c'est les mid-market. Et les mid-market, forcément, il y a plus de gens, il y a des équipes finance, des fois, ils sont plusieurs personnes, etc. Donc ils ont des besoins énormes de customisation. Ils ont besoin d'intégrer Agicap dans des suites de logiciels. Et donc aussi, c'est pour ça qu'on a voulu une public API, parce qu'on avait des intégrateurs qui maintenant vont vendre Agicap pour nous. Donc si vous voyez, les intégrateurs, c'est les gens qui ont toute une suite de logiciels, des ERP, tout ce que vous voulez. Et en fait, ils vont aussi vendre Agicap, mais il faut que tout puisse communiquer ensemble. Typiquement, quand dans l'ERP, vous avez, ou dans un logiciel de paie, par exemple, vous avez les paies de vos employés, vous voulez intégrer les paies des employés dans votre gestion de cash et de trésorerie. Voilà.
Et donc du coup, voilà, donc notre objectif, c'était vraiment de se dire, comme on veut aller sur les cibles market, comme on a maintenant des intégrateurs, en fait, on veut leur donner la possibilité de s'intégrer à leurs outils. On veut favoriser ce nouveau canal d'acquisition, parce que du coup, c'est un canal d'acquisition qui vend notre produit à notre place, donc c'est quand même plutôt cool. Et surtout, on veut pas être les derniers maillons de la chaîne, on veut absolument qu'il y ait une connectivité complète depuis et vers les logiciels de nos clients. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Du coup, notre besoin, c'était quoi ? C'était de faire de l'API management. Hein. Et donc, on ne voulait pas réinventer la roue, forcément, parce qu'on n'est pas non plus 150. Hein. On est à peu près une centaine de devs, produits, SRE, tout ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait prendre une solution existante. Ça, c'était le premier critère. Et le deuxième critère, c'était qu'on voulait que ça soit full GitOps. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, on est full GitOps. Chez nous, donc on a tous nos services, tous nos microservices, à GCAP, ils sont tout automatisés, et chaque service a ses propres M-Chart, donc son infrastructure as code pour se déployer. Donc du coup, on voulait que l'outil qu'on choisit s'intègre là-dedans. Est-ce que ça parle à tout le monde, GitOps ? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle pas ? Donc peut-être juste expliquer rapidement. Du coup, l'idée du GitOps, c'est de tout définir de façon déclarative, as code, ce qu'on appelle as code en fait. Et comme aujourd'hui, depuis très longtemps, on développe des applications, on va stocker le code de ces applications dans un repository Git, et on va, au fur et à mesure qu'on va faire des changements, on va aller versionner nos changements. Quand on va vouloir faire un changement dans le code, on va avoir des collègues qui vont pouvoir revoir le changement avant qu'il soit approuvé, ainsi de suite. Le GitOps, c'est exactement la même chose, mais pour l'infrastructure en fait. Pouvoir dire je veux faire un changement dans la façon dont je veux déployer l'API ou dans la façon dont je veux changer la version de tel logiciel ou de tel service, je ne vais pas le faire directement. Je vais faire cette modification de façon déclarative dans mon repository Git. Quelqu'un va l'approuver, va peut-être mettre des commentaires, me dire je devrais le faire d'une autre manière, ainsi de suite. Et une fois que ça va être approuvé, en fait, il y a un outil GitOps qui va automatiquement détecter tous les changements pour les appliquer vers l'environnement de production en fait. Donc c'est vraiment appliquer les mêmes principes, mais pour l'infrastructure. L'idée, c'est de tout automatiser, hein, globalement. Et donc, du coup, on a fait une petite étude en interne. Ce graphique, c'est complètement subjectif. Hein. C'est littéralement un truc qu'on a fait nous. C'est ma product manager qui a fait ce dessin en fonction des résultats de notre étude. Donc parmi les vendors qu'on a étudiés, on en a étudié d'autres. Hein. On en a retenu globalement 4 avec qui on a fait des POC. Et du coup, on a étudié un peu par rapport à notre besoin. Il fallait que ça aille vite. Il fallait qu'on sorte le truc en moins de 3 mois, du coup. Parce que, évidemment, quand mon CTO est venu nous voir, il a dit Pauline, on veut une API publique et c'est pour demain. donc, du coup, on avait quand même des contraintes de temps. Donc, fallait que les gens soient réactifs. Et on voulait, comme je disais, on voulait que ça soit compatible avec notre stack. On voulait que ça soit full GitOps. Et donc, du coup, on a fait une petite étude. Ça nous a pris à peu près, je dirais, 3 semaines, 1 mois pour réfléchir à notre besoin, centraliser notre besoin, aller voir un peu les vendors qu'on connaissait, qu'on connaissait parce qu'on avait entendu parler d'eux, etc. Les contacter, faire des POC ou avoir accès à des repos et un peu tester les outils. Et du coup, dans tous ces vendors, il y a Solo qui est un peu sorti du lot. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Denis. Et ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que on a, en général, quand un client finit par choisir notre solution et qu'il l'achète, il faut quand même bien 3 mois pour qu'il soit en production, hein, malgré que la solution soit facile à automatiser, etc. Il faut les intégrations avec l'observabilité, avec les fournisseurs d'identité, et ainsi de suite. Et je me rappelle que quand vous avez passé la commande, on vous a demandé quel est votre objectif pour aller en production, et je crois que c'était 10 jours plus tard. Bon, il s'est avéré que ça a mis 1 mois à peu près et quelques, mais ça reste quand même dans les records du temps qu'il a fallu pour aller en production entre le moment où la solution a été choisie et le moment où les clients pouvaient consommer l'API. Ouais. Du coup, je vais expliquer rapidement qui on est. Du coup, on est une société qui est basée à Boston. On développe des solutions dans ce qu'on appelle l'application networking. Pour faire simple, c'est tout ce qui est la connectivité entrante et entre les services. Donc entrante, c'est ce qu'on appelle typiquement de l'API Gateway, et la connectivité entre les services, c'est du service mesh. Donc on est des grands contributeurs de différentes solutions open source comme Envoy,
Istio, on doit être le numéro 2 maintenant pour les gens à qui ça parle. Et on voit quelques personnes qui ont des rôles assez importants dans ces différents projets. Et donc on développe ces solutions qui permettent justement de pouvoir mettre en place des solutions de l'API Gateway, du service mesh, etc., mais dans un environnement moderne, avec une approche cloud native, GitOps et ainsi de suite. Et du coup, je ne sais pas si... Oui, il y avait quelques clients, c'était juste pour montrer qu'on travaille dans pas mal de verticales différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, le slide d'après, c'est un peu un résumé de notre solution d'API Gateway, s'appelle Glue Gateway. Mais on ne voulait pas vraiment dans ce talk parler de Glue Gateway dans les détails et ainsi de suite. On a juste mis quelques points qui sont les points qui ont été les plus importants pour Agicap dans l'évaluation. La raison pour laquelle on ne va pas non plus dans le détail, c'est parce que j'ai un workshop en début d'après-midi. Donc si vous voulez voir ça en action, dans le workshop, je vous montrerai vraiment toutes les différentes étapes entre la découverte des API, la façon dont on peut créer les produits d'API, les exposer en interne via Backstage, les exposer en externe via un portail de développement, tout ça avec une approche GitOps. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille vivement de venir à mon workshop tout à l'heure. Mais donc pour résumer, ce que notre solution fournit, c'est une configuration complètement as code via des objets Kubernetes. C'est pas parce que c'est via des objets Kubernetes qu'on va seulement exposer des applications ou des API qui sont sur Kubernetes. On peut exposer des API qui sont sur des VM ou sur n'importe quel environnement, mais on va configurer toute la solution de cette manière-là, as code. Donc ça s'intégrait très bien avec votre approche moderne, avec la partie GitOps, avec Istio, puisque vous avez aussi déjà ce service mesh. Et notre solution a aussi un portail de développement qui a une approche assez intéressante. Donc c'est écrit out of the box, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fourni comme un template open source. Et donc du coup, on a vraiment décorrélé d'un côté le back-end de notre portail de développement qui fournit une API et le front-end qui est fourni comme un template open source où vous pouvez complètement tout customiser en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les solutions existantes, en général, y a un portail de développement qui est fourni, mais il ne répond jamais vraiment aux besoins du client, parce que chaque client a des besoins différents. Et au final, on ne peut jamais le customiser autant qu'on le souhaiterait. Donc on a vraiment pris cette approche où on a séparé ces deux composants front-end et back-end pour pouvoir vous donner une flexibilité totale sur la façon dont vous allez pouvoir créer le front-end. Et en même temps, ça nous permet, puisqu'on a décorrélé les deux, d'avoir non seulement un front-end public, donc comme je vous disais, qui est un template que vous pouvez customiser, mais aussi, du coup, de s'appuyer sur des front-ends comme Backstage pour pouvoir exposer les mêmes API en interne et ne pas avoir à créer votre propre développeur portail interne et ainsi de suite. Ouais. Si vous avez commencé à investir sur Backstage pour gérer toute la partie applicative. Ouais, c'est vrai que ça pour nous c'était intéressant parce qu'effectivement on a Backstage en interne et surtout pour la partie donc externe, comme on était quand même contraint par le temps, on n'avait pas forcément le temps de redévelopper un développeur portal, donc on a pris littéralement leur back-end, leur front-end, on a juste mis notre logo. Hein. Mais par contre ce qui est cool c'est qu'on s'est dit dans le futur, comme je crois que vous êtes en React pour la partie front-end du développeur portal, nous chez nous on est full Angular, du coup on s'est dit on redéveloppera la partie front vraiment aux petits oignons plus tard quand on aura le temps avec les développeurs front-end en Angular, mais pour l'instant ça faisait le job et pour être en prod en moins de 3 mois c'était plutôt pas mal quoi. Donc voilà pour la partie Glue Gateway. Et du coup comment ça répond vraiment aux besoins Agicap. Donc vous l'avez compris là c'était un peu les fonctionnalités qu'on a vues qui nous ont attirés. Mais si je reprends vraiment les contraintes qu'on avait, l'exigence que j'avais en interne, c'était surtout l'autonomie des squads. Nous ce qu'on voulait c'est se dire en fait on a des API chez nous, métiers, qui sont bien, qui fonctionnent. Et en fait, limite, j'aimerais pouvoir les exposer telles quelles
en public pour permettre à mes intégrateurs qui veulent pas, par exemple, qui ont des clients qui ne veulent pas utiliser notre front, mais qui ont besoin de toute la richesse des données qu'on a extraites via les connectivités bancaires, ils puissent appeler nos API et récupérer toutes ces datas et après en faire des dashboards de leur côté dans un autre outil que le nôtre, etc., etc. Donc du coup, c'était vraiment ça, c'était notre plus grosse exigence, on va dire, c'était rendre les squads autonomes, et c'est pour ça que d'ailleurs on voulait du GitOps, et vraiment faciliter la chose. Ensuite, on voulait un minimum d'impact sur le code existant. Donc, comme je disais, c'était, on a du code existant, on a déjà beaucoup d'API chez nous. On veut pas forcément les transformer, on veut pas forcément, on veut vraiment capitaliser sur le métier qu'on a déjà et pouvoir fournir ça à l'extérieur. Et ensuite, un autre point important, c'est par rapport à l'authentification. Parce qu'effectivement, nous, nos API, comme vous vous en doutez, c'est pas open bar, puisque c'est des données quand même financières des clients. Donc il fallait quand même sécuriser la chose et faire en sorte que seuls les clients qui ont le droit d'accéder aux data puissent accéder à ces data via la public API. Et du coup, nous, on a notre identity provider, donc qui est aussi géré par mon équipe, qui est basé sur le protocole OIDC O2. Et du coup, on voulait une solution qui soit compatible avec ça très facilement, pour permettre de garder nos mécanismes d'authentification qui sont ultra sécurisés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez me poser des questions là-dessus plus tard, je peux tout vous expliquer comment on a fait, quel flow on a mis en place par rapport à ce protocole, etc. Donc voilà, donc, concrètement, comment on s'y est pris en interne pour permettre ça. Donc, comme je vous disais, on a fait une étude. On a établi plutôt la liste de nos critères, de nos contraintes. On a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché. On a choisi une solution. On leur a mis la pression en disant dans 10 jours, on est en prod. Et ensuite, nous, en interne, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Qu'est-ce que mon équipe a fait? La première chose qu'on a fait, c'est des guidelines. Pourquoi des guidelines? Parce qu'en fait, quand vous exposez en interne, souvent ça va un peu dépendre des équipes. Il y a un peu même si ça reste un peu cohérent avec les bonnes pratiques, de temps en temps il y a un peu de tout et n'importe quoi dans vos API. Et quand vous exposez à l'extérieur à des clients ou à des intégrateurs, globalement, vous ne pouvez pas vous permettre non plus d'exposer des trucs pas cohérents, moches, typiquement un code erreur qui serait retourné dans une réponse de 100, des choses comme ça. Donc du coup, la première chose qu'on a fait, c'est écrire des guidelines et dire, il faut respecter ces guidelines. Encore une fois, on n'a pas réinventé la roue, on a pris globalement ce qui se fait, les bonnes pratiques, mais quand même c'était important de se mettre d'accord sur les guidelines. Je prends un sujet par exemple qui déchaîne souvent les passions, c'est la pagination. Qu'est-ce qu'on fait avec la pagination? Tout un tas de choses comme ça. On a écrit des guidelines et on a dit il faut respecter ces guidelines pour pouvoir exposer vos endpoints. Et ensuite, donc ça c'était la première chose. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que moi, donc mon équipe, on a fait finalement un template Helm qui va s'appuyer sur ces guidelines et qui du coup va prédéfinir les routes sur lesquelles on expose nos API, qui va gérer l'authentification. Comme je disais, vu qu'on avait un fort besoin d'authentification très réglementé, en fait c'est nous qui avons pris en charge cette partie. Et ensuite, pareil pour l'exposition de la doc OpenAPI, on a fourni une petite librairie, donc nous on est en .NET, on a fourni un petit paquet Nugget en fait pour dire utilisez cette librairie, mettez cet attribut, donc je vais vous montrer après, mettez cet attribut et ça génère tout ce qui va bien sur la partie OpenAPI. Et comme ça, nous, on peut l'exposer directement sur le développeur portal. Voilà en gros la solution qu'on a développée donc dans mon équipe. Et donc ça, c'est un peu la partie responsabilité et comment concrètement ça s'articule. Peut-être Denis, tu veux expliquer Oui, alors justement, on parlait tout à l'heure de délégation. Je pense que il y a beaucoup de vendeurs d'API Gateway ici et il y a plein de solutions qui sont très intéressantes. Mais on va dire que une des choses qui nous différencie beaucoup, à part le fait d'être GitOps, Cloud Native et ainsi de suite, c'est cette gestion de la délégation en fait. C'est cette capacité à définir du routage à plusieurs niveaux et de dire qui est responsable de quoi. Et en fait, ça matchait bien du coup avec votre besoin de donner un peu de responsabilité aux équipes applicatives. Parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de sociétés, dès qu'une API doit être exposée, en fait, il y a une équipe centrale qui est en charge de la gateway ou des API en général, qui doit exposer ces API, qui doit faire toute la configuration. Et en fait, avec cette délégation, on est capable de définir des règles de routage à haut niveau qui peuvent être du coup gérées par l'équipe de Pauline, où par exemple, ils vont pouvoir dire je vais exposer mes API via le nom de domaine public quelque chose à gcap.com, je vais sécuriser toutes les calls d'API via OIDC, ainsi de suite.
Mais ensuite, quand le chemin commence par /application 1, eh ben, je vais déléguer le routage à l'équipe qui est en charge de cette application en fait. Et eux, ils peuvent savoir qu'il y a /application 1, /login, /user, ce que l'on veut en fait. Et ils vont pouvoir être autonomes. C'est-à-dire que du coup, à chaque fois qu'il va y avoir un petit changement dans leur API, ils n'ont pas besoin de revenir vers l'équipe centrale pour demander à ce que ce soit propagé. Et ils vont pouvoir avoir cette autonomie tout en étant contraints à seulement utiliser tel préfixe, tel nom de domaine, l'authentification elle ne peut pas être enlevée ou ainsi de suite en fait. Et en plus de ça, donc Agica aurait pu s'arrêter à juste donner cette autonomie et les gens créeraient leur propre YAML, leurs propres règles de routage, mais en plus ils ont automatisé, et ça je crois que c'est ce que tu vas montrer juste après, que toutes ces règles soient même créées automatiquement depuis leur code en fait. Donc encore une fois, l'idée c'était voilà, mon équipe, on fournit l'outil, mais après vous vous débrouillez quoi. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Donc c'est un peu ce qu'on vient d'expliquer. Donc vraiment la partie Glue Gateway, donc c'est la responsabilité des SRE ou des DevOps. Donc c'est eux qui gèrent l'infrastructure. Moi, mon équipe, on gère donc le développeur portal et la partie, comme disait Denis, la partie vraiment carcan, quoi, le template, on va dire, pour faire respecter les choses. Mais après, les équipes, elles sont complètement autonomes, quoi. C'est un peu la philosophie aussi GitOps, c'est de tout automatiser et de rendre autonomes les gens. Et donc concrètement, à quoi ça ressemble? Donc ça, c'est juste l'extrait du M-chart. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est un M-chart? Ouais, à peu près. Non, ok. Vas-y. Ouais. En fait, dans Kubernetes, donc on écrit les règles, on déclare ce que l'on veut faire en YAML, c'est ce langage. Et en fait, au tout début de Kubernetes, on décrivait tout. Je veux faire un déploiement pour déployer telle image Docker, je veux un service pour exposer ce service à tel. Et du coup, au bout d'un moment, ça faisait beaucoup de YAML en fait. Et du coup, au lieu de créer tous les déploiements, etc., on peut les mettre dans un Helm chart, qui est un template en fait. Et du coup, on va pouvoir dire, je veux déployer ce Helm chart avec ces valeurs, là, toutes les valeurs que vous voyez ici. Et ça va automatiquement générer tous les déploiements, tous les autres objets, mais avec du templating. En fait, c'est juste du templating en fait. Il va juste prendre ça et ça va remplacer les variables un peu à droite à gauche pour... Donc ça permet du coup, dans ce cas d'usage, de automatiquement générer les règles de routage et ainsi de suite. Donc là, l'idée, comme je disais précédemment, c'est que nous, on était déjà en full GitOps, donc on avait déjà des repositories. En fait, à chaque application qu'on a chez nous, on a l'application avec le code, enfin on a le repo avec le code de l'application, et on a un repo associé juste à côté où il y a les M-charts. Donc les équipes ont déjà le repo avec les M-charts, et en fait, ce qu'on a fait, c'est juste... s'ils veulent exposer des endpoints d'API qu'ils ont déjà dans leur service, en fait, ils vont modifier leur M-chart existant et ils rajoutent cette section. Donc littéralement, ils ont juste cette section. Donc là, c'est quelques lignes à rajouter. Vous voyez, là, on est ligne 122 du M-chart. Ils rajoutent une section public API, donc enable true forcément pour l'activer. Et après, voilà, ils rajoutent le produit qu'ils veulent exposer. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est les organisations. Donc une organisation, c'est une liste d'entités. Là, le endpoint, ça sera fournir la liste des entités de l'organisation. Donc vous passez un organisation ID et ça vous renvoie toutes les entités de cette organisation, aussi basique que ça. Et du coup, voilà, ils mettent le nom de l'API product qu'ils veulent avoir sur le développeur portal. Ils mettent un peu toutes les custom metadata, la description, etc. Et en fait, ça suffit. Ça suffit au niveau du M-chart pour dire, voilà, je t'expose ça sur un public API. Et du coup, alors, je vous remontrerai ça après. Et au niveau code, qu'est-ce que c'est? Comme je disais tout à l'heure, donc là, j'ai coupé un peu des trucs qui servent à rien. Voilà. Et du coup, au niveau code, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, vous avez l'attribut public API product en haut, avec marqué organisation. Et donc, en fait, en gros, ils importent la librairie qu'on a codée, la petite librairie C#. Ils déclarent public API product sur leur endpoint. Et en fait, après, vous déclarez donc tout ce qui va bien pour la spec OpenAPI avec cette même librairie. Et en fait, ça suffit. En faisant ça et en faisant la partie M-chart,
en fait, c'est parti, ça part et c'est ouvert sur la Public API. Donc vraiment, pour les équipes, c'était juste prendre les endpoints qui les intéressaient, les exposer dans leur code. Une fois que ce code est en production, je modifie mon mchart, je fais un enable Public API true, je mets toutes les métadatas que j'ai besoin, etc. pour exposer l'image que je veux mettre pour le petit logo, pour le développeur portal, etc. Et je pousse mon mchart et ça y est, c'est en prod, c'est public. Donc c'était vraiment l'idée. Et du coup, ce que ça génère derrière, hop, je reviens en arrière. Peut-être tu veux détailler. Oui, Denis, du coup, ça génère un objet Kubernetes qui s'appelle route table. Vous verrez dans le workshop, je le ferai avec l'autre. On a une solution de gateway qui est basée sur Istio, donc que Agicap utilise, et une autre qui n'utilise pas Istio et qui du coup s'appuie sur l'API standard qui s'appelle Kubernetes Gateway API pour les gens qui connaissent. Mais du coup, c'est la même approche dans les deux. Vous le verrez tout à l'heure qu'on fait de la même façon avec l'autre API. Du coup, là, la route table, si on passe sur la deuxième page, je pense que c'est la plus intéressante. En fait, on voit que le routage définit... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ce qu'on appelle les portals metadata, donc les métadonnées qui vont être utilisées quand je vais exposer cette API dans mon portail. Donc, ça va être le titre que je vais afficher, la version, ainsi de suite. Mais ces métadonnées, elles sont aussi intéressantes parce qu'on peut les mettre aussi dans les access logs, en fait. Vous voyez, dans une API gateway, dans une application, vous pouvez générer ce qu'on appelle des logs d'accès, où pour chaque requête, vous avez une requête, c'était une requête get dans tel chemin, la réponse c'était 200 et ainsi de suite. Là, on peut enrichir ces logs d'accès pour dire cette requête c'était pour telle API, de telle version, c'était pour tel utilisateur qui a été authentifié via OIDC, et ainsi de suite. Donc on peut même faire de la monétisation très facilement derrière, puisqu'on a toutes les informations sur qui consomme quoi, à quel moment. Alors que si on ne fait pas ça, on devrait se dire on doit parser tous les logs pour dire si ça commence par /API, / je sais pas quoi, c'est tel produit d'API, donc du coup, vous devez faire tout un processus derrière plus compliqué. Et l'autre partie, c'est la partie routage. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'il y a un matcher, donc ça c'est quelle est la requête entrante. Donc la requête entrante sur leur portail, c'est /public /organisation /v1. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait de la délégation d'une route table vers une autre. Donc en fait, la route table parent, elle va matcher pour /public. Et ensuite, ils vont déléguer au route table enfant. Et ça va se concaténer en fait. Donc le /public, on va rajouter /organisation /v1. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle un pass rewrite. Donc il va aller réécrire parce que lui, l'application, le back-end, il s'attend à autre chose. Il s'attend à recevoir une requête sur /public-API. Donc du coup, on va réécrire ça pour que toutes les API soient cohérentes en fait. C'est-à-dire que la vue pour le consommateur de l'API, ça va toujours commencer par /public, /API, ainsi de suite. Si demain Agicap fait une acquisition d'une autre société qui a une API complètement différente, ils vont pouvoir facilement l'intégrer dans leur API publique avec le même chemin et ainsi de suite. Et du coup, je pense que c'est dans le slide suivant qu'on voit les différentes specs, c'est ça ? Hop. Alors voilà, donc ça c'est ce que tu disais, c'est le Swagger du back. Ça c'est ce côté back-end, ils ont une API et elle est exposée via /public API /organisation, mais c'est pas ce chemin qui est utilisé pour l'API publique. C'est ça. Ça c'est ce qui est généré automatiquement par la librairie et les petites annotations que je vous ai montrées, donc côté back-end. Ça c'est le développeur portal, donc on a customisé. Et voilà. Et ça c'est ce que le client va voir dans le développeur portal. Et lui, il va voir le chemin qui s'appelle /public /organisation, qui est le chemin que Agicap a décidé d'utiliser aujourd'hui. Mais demain, il pourrait même créer /partner /API s'ils veulent montrer que c'est une API un peu différente, où on peut peut-être rajouter des fonctionnalités. Il pourrait dire si c'est /partner, je vais exposer peut-être 3 endpoints pour telle API. Mais si c'est /public, peut-être que je vais en exposer que 2. Parce que pour les partenaires, j'ai un call en plus, par exemple. Et ce que la gateway va faire, c'est qu'elle va automatiquement régénérer un nouvel OpenAPI spec qui correspond aux chemins publics, en fait, aux chemins qui sont exposés, en fait. Ça va être très dynamique et du coup, ça permet, encore une fois, si demain il y a une acquisition ou quoi, vous allez pouvoir très facilement ajouter ces API dans votre portail existant, quoi.
C'est ça. Donc du coup, vous l'aurez compris, nous, notre but, c'était d'exposer le plus vite possible des API publics, donc surtout des API qu'on avait déjà en interne. On voulait les exposer de manière très simple et laisser la main aux équipes. Parce que, comme je disais, moi, mon équipe, on gère beaucoup de choses. Donc le mieux, c'est de gérer le contenant, mais pas le contenu. Donc c'était un peu la philosophie, quoi. Et donc du coup, avec l'approche GitOps et puis avec la délégation qui est permise par la Glue Gateway, en fait, objectif rempli. Nous, on a juste, globalement, on a juste déployer la gateway, fait un template, comme je vous disais, pour permettre d'enlever la complexité de l'authentification, etc. aux équipes. Et ensuite, on leur a dit, allez-y, vous avez déjà des M-charts, vous regardez les guidelines, vous importez cette librairie, vous mettez le petit attribut qui va bien sur votre API. Ensuite, vous activez ça dans votre M-chart, vous poussez, et c'est en prod, c'est accessible. Donc voilà, donc c'était vraiment l'objectif. Et donc, on a atteint l'objectif, puisqu'on a commencé à bosser dessus, je crois, à faire les études en décembre, mi-novembre, je ne sais plus, on vous a contacté. C'est ça que je n'avais pas expliqué, c'est que quand vous avez fait l'acquisition de la solution, je crois que ça devait être peut-être le 22 décembre. Ouais, c'est ça, et vous nous avez dit que vous vouliez être en production peut-être le 4 janvier. Donc non seulement c'était 10 jours, mais en plus en plein dans les fêtes. Je crois que vous avez été en production fin janvier, mais déjà c'était quand même extraordinaire. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous raconter. En fait, on avait prévu, pour être franc, une démo de tout ça, mais on n'a pas la possibilité de brancher les laptops dans cette salle. Mais par contre, on est au niveau du stand solo, donc si vous voulez voir ça en live, posez des questions, n'hésitez pas, je crois qu'il sera pas loin non plus. Donc, je serai pas loin, et si vous avez des questions, on va parler sur l'authentification, comment on l'a déléguée, comment on l'a gérée dans notre produit, qu'est-ce qu'on expose, etc. Enfin, je peux vous montrer tout ça et vous expliquer. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Je sais pas si on peut prendre des questions. Ouais, on va dire que oui. On va dire que oui, on charge. Ouais, vas-y. Super, merci beaucoup pour le talk. J'ai une petite question sur... j'ai cru comprendre que vous génériez la spec OpenAPI un peu en bout de chaîne. Comment vous assurez du coup qu'il n'y a pas de breaking change ou ce genre de choses entre la version précédente et la nouvelle? En bout de chaîne, alors hop, ça marche, ouais, ça marche. Cette partie-là, c'est ça? Je pense que c'est par rapport au code en fait Ah, ok. Oui, par rapport à ce code-là, comment on s'assure qu'il n'y a pas de breaking change? En fait, on a des tests de contrat, tout simplement. Et si on fait des breaking change, faut faire une nouvelle version. Donc, on va exposer une nouvelle version. Ça fait partie aussi des guidelines. Et c'est vrai que y a eu débat aussi en interne là-dessus sur qu'est-ce qu'est un breaking change, quand faire un breaking change. Globalement, normalement, sur des API, parce que comme c'était des API existantes, c'est déjà des trucs qu'on avait en interne qu'on voulait exposer. C'est quand même assez mature. Du coup, en général, quand on expose une V2, une V3, il y a quand même très peu de chances qu'on va exposer une V4, V5, V6 tout de suite après. Mais nous, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on versionne. Pour les breaking chains, on versionne, rien d'exotique. Ça répond à ta question? Ouais. Une autre question? Bonjour. J'aimerais savoir si votre documentation en ligne, donc votre Swagger, il vous permet simplement de documenter ou est-ce que vous pouvez tester? Oui, on peut tester, ouais. Donc vous avez les opérations pour obtenir le token et tout depuis le Swagger? Oui, on peut tester sur le développeur portail, on peut faire des tests. Non, moi je parle pour les clients. Oui, c'est ça, sur le développeur portail, ouais. C'est vraiment le portail à destination des développeurs qui est public. Là, comme on disait, je ne peux pas vous montrer, mais si vous passez au stand, je peux vous montrer. Mais oui, bien sûr, ça peut être testé directement sur le portail public, quoi. Pour autant que vous ayez un token qui soit valide avec notre produit. Oui, forcément. Et du coup, dans le template que l'on fournit, on a à la fois Redoc et Swagger UI, parce que justement, Redoc, les gens aiment beaucoup, mais il faut payer une licence, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir avoir cette approche pour essayer l'API, alors que Swagger UI, c'est dans la version open source. Et du coup, c'est pour ça qu'on donne le choix avec les deux. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez même laissé. En fait, ouais, on peut passer de l'un à l'autre. Et si quelqu'un aime bien Redoc, il peut voir la doc en Redoc. S'il préfère le tester, il peut passer sur la partie Swagger View et ainsi de suite. Merci.
J'aimerais poser la même question que mon collègue, mais à vous, Denis, par rapport justement au versionning des API. Est-ce que Solo justement intègre déjà des choses pour contrôler les changements de contrat? En fait, du coup, dans les portails metadata qu'on a vu tout à l'heure, sur la partie routage, on va définir l'ID de l'API, ainsi de suite. Et on va pouvoir définir la version aussi. Et à partir du moment où on a le même ID sur deux objets de route différents, mais avec des versions du coup différentes, on va savoir que c'est la même API produit. Donc on va l'afficher dans le portail comme une seule API, mais avec différentes versions en fait. Et, et on va pouvoir aussi, il y a des métadonnées custom en fait, et du coup elles sont beaucoup utilisées pour par exemple passer des informations comme le life cycle. Est-ce que c'est une API qui est stable? Est-ce que c'est une API qui est en bêta? Et ainsi de suite. C'est un peu la manière dont on gère la... Alors, non, mais par contre, c'est vrai qu'on a assez souvent la demande pour être franc de faire de l'inspection, même des requêtes entrantes. Il n'y a pas énormément de... C'est une demande qui devient de plus en plus souvent, mais il n'y a pas de ce qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui efficaces sur le sujet. Les clients qui le font chez nous, ils utilisent OPA, Open Policy Agent. On a une intégration en fait dans notre gateway. On n'a pas besoin d'avoir un Open Policy Agent séparé. En fait, c'est directement dans notre serveur. On peut ingérer du Rego et appliquer les règles. Et du coup, en fait, OPA a toute la partie JSON Schema Validation. Donc en fait, on peut lui faire valider n'importe quel schéma et on peut s'assurer comme ça qu'il n'y ait pas des problèmes de ce type. C'est l'approche qu'on a aujourd'hui. Après, c'est vrai que on a déjà eu pas mal de demandes aussi de pouvoir directement prendre un Open API spec et le valider de cette manière-là. Mais ça reste assez rare. Ah, merci. Bonjour. J'ai compris qu'il s'agissait d'une API interne que vous avez externalisée. Comment se passe l'authentification? J'ai compris aussi que c'était basé sur OIDC. Donc comment on passe de l'interne à de l'externe? Est-ce qu'il y a un process d'enrôlement des utilisateurs? Est-ce qu'ils s'auto-abonnent? Enfin voilà. Du coup, en fait, ça c'est dommage que je puisse pas montrer, mais en fait, nous, ce qu'on a choisi de faire pour l'instant, c'est de faire un flow client credential. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un des flows O2, il y en a plusieurs. C'est un flow pour communiquer de service à service. Parce qu'on estime qu'en fait les intégrateurs, ils vont nous appeler avec un service, et ils vont pas développer directement un front sur notre public API, ils vont passer par des services. Donc du coup l'idée c'est qu'ils se connectent dans AgiCap, dans notre interface graphique. Il y a une partie settings. Dans la partie settings, il y a public API settings. Là en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent un client ID, client secret. Ils prennent ce client ID, client secret, ils font leur configuration de leur flow client credential de leur côté, et après nous, donc sur la public API, on expose un endpoint d'authentification client credential, et du coup ils ont juste à prendre le jeton, donc à appeler ce endpoint avec leur client ID, client secret, ils récupèrent le jeton, et après c'est ce jeton qu'ils utilisent pour appeler les API. Voilà. Donc en gros c'est du client credential pour l'instant, et c'est au niveau de l'organisation. Donc comme je disais, on a une organisation, c'est l'organisation légale enfin du client. Donc chaque client sur son organisation peut générer, peut avoir un couple client ID client secret, ou plusieurs d'ailleurs, il peut en faire plusieurs. Pour l'instant on n'a pas fait encore de scope. Mais c'est ce qu'on envisage dans le futur, de se dire par exemple ce client au sens haute, on va lui donner les scopes, par exemple, paiement, et du coup, il sera capable d'appeler que les API du paiement. Et après, on pourra avoir un deuxième client qui sera plutôt sur la partie cash flow, donc la gestion du cash. Lui, il aura les scopes qui vont bien, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage. Et pour l'instant, et on envisage aussi dans le futur de faire une authentification plus orientée utilisateur, token utilisateur, parce que potentiellement, on aura aussi ce besoin-là. Pour l'instant, le seul besoin, pour l'instant, les besoins qu'on a, c'est uniquement de service à service et de récupérer de la data brute. Donc un client credential, ça fonctionne très très bien. Ouais. Et du coup, au niveau de la gateway, on peut aussi valider le token qui arrive. Oui. Si c'est un token JWT normal, on peut extraire les claims et les ajouter dans les règles d'autorisation, dans les logs d'accès, ainsi de suite. Si c'est un log opaque, on peut aller appeler une URL d'introspection pour aller récupérer les infos utilisateurs, les rajouter dans le flow pour ensuite les utiliser. Et pareil, on peut combiner ça avec Open Policy Agent, avec des règles OPA où on va pouvoir faire de l'autorisation et on pourra dire s'il y a tel scope paiement,
mais que le call il est pour l'API Intel, ben, il va être refusé parce que il n'a pas le scope qui va bien, quoi. Merci. Je crois qu'on a écoulé le temps. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.